Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. On commence par vous. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Jean-Marc Bonnet-Bidot, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Et je travaille notamment sur la recherche des objets hyperdenses de l'univers. On pourrait dire plus généralement sur la fin de la vie des étoiles. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Parce que je me suis intéressé à la cosmologie depuis plusieurs années et que ça m'a permis de rencontrer des grands noms de la cosmologie moderne. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un regard critique sur ce que nous comprenons de l'univers. Et c'est pour ça, j'imagine, que je suis dans ce débat. Même question, présentez-vous. Donc je suis François-Xavier Désert, je suis astronome au laboratoire d'astrophysique de Grenoble et je travaille principalement sur l'étude des poussières interstellaires et du rayonnement fossile. Et pourquoi vous pour ce débat ? Alors j'en ai une petite idée. Je travaille actuellement sur l'analyse des données du satellite Planck et ce satellite est dédié à la mesure du rayonnement fossile à 3K et c'est une des preuves majeures de l'existence du Big Bang et je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. Dernière précision, comme point de repère, vous avez vos montres et une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin. Si on est perdu, par exemple. Je crois que notre débat, effectivement, il tient déjà dans la question qu'on se pose, c'est-à-dire aujourd'hui, faut-il encore croire au Big Bang ? Moi, à mon avis, déjà, il y a tous les éléments. Il y a le Big Bang, donc effectivement, c'est la théorie, enfin, on va dire le scénario actuel de la science moderne pour décrire l'évolution de l'univers. Il y a le mot croire, qui est intéressant parce que normalement, ce n'est pas un mot scientifique. Hein. Les scientifiques ne doivent pas croire, ils doivent même douter. Mais là, dans le cas du Big Bang, pour moi, je pense qu'il y a un consensus, que c'est une théorie quasiment établie. Donc là, on pourra discuter. Et puis il y a le mot encore, et là-dessus, c'est très intéressant parce que je pense que le débat est très actuel. On va dire qu'il y a une dizaine d'années, effectivement, on a vu apparaître des difficultés dans ce qu'on appelle ce scénario du Big Bang. Et donc finalement, pour moi, et peut-être vous n'en serez pas d'accord, mais je pense que c'est une remise en cause du scénario du Big Bang dont on devrait être les spectateurs à l'heure actuelle et pas un consensus. Donc juste pour définir le Big Bang, donc c'est les premiers instants de l'univers qui ont commencé très chaud, très dense, très différent de ce qu'on voit à l'heure actuelle dans l'univers. Et c'est une hypothèse qui est nécessaire pour expliquer un grand nombre d'observations. Alors effectivement, le rôle du scientifique, c'est d'abord de douter et de remettre en question le corpus de savoir. En fait, il y a un faisceau convergent d'observations qui vont plutôt en faveur du Big Bang et qui précisent ce scénario du Big Bang. C'est au départ une théorie très simpliste, c'est-à-dire effectivement, c'est dérivé de la théorie d'Einstein, de la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle façon de faire de la gravitation. C'est plus Newton, c'est Einstein. Et Einstein lui-même l'applique à l'univers. Mais quand il l'applique à l'univers, et c'est vraiment le contenu du Big Bang, hein, il l'applique d'une façon extrêmement simpliste. C'est-à-dire, il imagine qu'il y a des particules dans l'univers, c'est des étoiles, c'est des galaxies, et que tout ça n'est lié que par la gravitation. C'est ça quand même le cadre essentiel. Donc, on sait qu'après, effectivement, lui-même, d'ailleurs, effrayé de cette complexité au départ, le simplifie encore plus en rajoutant quelque chose pour que ça soit éternel et statique. Donc, Einstein, lui, en fait, ne veut pas d'un univers du Big Bang, en fait. Il le stabilise en rajoutant quelque chose dans ses équations. Donc, c'est amusant, parce que finalement, au départ, Einstein ne croit pas du tout au Big Bang, on pourrait le dire comme ça. Hein. Non, le Big Bang est né d'observations ultérieures, on peut dire. Et au départ, n'était qu'une idée un peu farfelue, mais qui s'est concrétisée dans des observations qui sont après Einstein. Einstein, lui, n'avait pas en main les observations pour établir le Big Bang. Le prochain jalon, évidemment, que tout le monde connaît, c'est que le russe Alexandre Friedman, qui est un scientifique de l'époque, reprend les équations d'Einstein, il dit non, il faut enlever ce qu'a rajouté Einstein, et moi, si je regarde l'univers avec les équations d'Einstein, il est en expansion. Donc c'est là qu'apparaît, on est en 1922, hein, c'est là qu'apparaît l'idée d'une expansion de l'univers.
Et coïncidence, quelques années après, et ça c'est le point fort effectivement au départ, hein, c'est que l'astronome Hubble américain, qui observe dans les grands télescopes, en fait, lui, qu'est-ce qu'il observe? Des galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Donc il observe en fait un mouvement d'expansion des galaxies. Et cette coïncidence dans le temps, puisque on est en 1929, là, se crée l'idée que l'univers, donc, étant en expansion, on pourrait remonter le film à l'envers. Et donc, s'il a été en expansion, au départ, il est parti d'une phase très chaude. Et c'est là que naît, en fait, non pas le terme Big Bang, parce qu'on va voir qu'il n'est pas du tout apparu à ce moment-là, mais l'idée du Big Bang. Je pense que, voilà, on a le cadre. Et rappelons-le, c'est le cadre de 1929, quelque chose d'assez loin de maintenant. Où on venait de découvrir finalement que les galaxies existaient en dehors de la nôtre. Le monde était beaucoup plus grand, devenait beaucoup plus grand qu'il ne l'était. Donc c'était déjà un très grand progrès. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que la relativité générale d'Einstein est simpliste. C'est une théorie extrêmement complexe mathématiquement. Il est vrai que, appliqué à l'univers, les physiciens ont fait des hypothèses extrêmement simples. Voire simpliste, on peut quand même utiliser le terme simpliste. Tout à fait. Il est un petit peu péjoratif, mais je pense que c'est la réalité. C'est comme ça d'ailleurs que ça porte cette espèce de critique qu'on fait à notre conception de l'univers. Parce que sinon, si effectivement les bases théoriques étaient extrêmement détaillées et solides, on n'aurait pas tentation de se dire on est peut-être sur la fausse route. C'est pour ça que je posais la question du simpliste. Alors, c'est vrai que la théorie est simpliste pour l'appliquer aux observations de notre univers qui est extrêmement complexe, qui est structuré en galaxies, en amas de galaxies, en grandes structures, etc. Il semble que si on remonte dans le temps, l'univers soit plus simple, plus homogène, et dans ce cadre-là, la relativité d'Einstein s'applique très très bien. Et donc, effectivement, il y a un problème à passer à l'univers tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Je pense que c'est une des questions majeures de la théorie du Big Bang moderne. C'est d'expliquer l'univers tel qu'on le voit à l'heure actuelle à partir de ce qu'on sait qu'il était avant les galaxies. Oui, pour moi, le vrai problème du Big Bang, c'est qu'il impose un cadre trop linéaire à l'histoire de l'univers, c'est-à-dire effectivement une évolution continue d'un passé qu'on ne connaît pas vraiment, parce qu'évidemment, on met beaucoup de choses d'inconnues au départ, et ensuite, on suit l'expansion pour voir se former, à partir d'une phase qui est un magma un peu chaud de matière et d'énergie, des structures qu'on appelle les galaxies, puis dans les galaxies, les étoiles. Donc ça, c'est très linéaire. Mais il faut se rappeler qu'on n'est pas obligé de penser comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, le terme Big Bang dont on parlait, comment il a été inventé? Il a été inventé par un détracteur de la théorie du Big Bang. C'est-à-dire, c'était l'astrophysicien Fred Hoyle. C'est amusant parce que comme je l'ai rencontré, il m'a confirmé le fait qui est souvent mis en question. Il a lancé ce mot dans une émission de la BBC pour se moquer un tout petit peu du caractère un peu imaginatif de ce qu'on appelait donc le Big Bang, le début d'un univers chaud. Il a dit, voilà, un Big Bang. C'est-à-dire, effectivement, pour lui, c'était péjoratif parce qu'on met tout dès le départ, mais dans quelque chose qui a fait quelque part bang. Il y a un critique d'art qui disait de Monet, d'un tableau de Monet, « Ah, c'est de l'impressionnisme, c'est vraiment pas du tout dans le canon de la beauté, de l'esthétique. » Et c'est devenu l'impressionnisme. Donc, finalement, les termes péjoratifs s'incrustent parfois pendant longtemps. Donc, pour revenir, le Big Bang a eu ses détracteurs, mais l'arrivée de la détection du rayonnement fossile découvert donc, en 1965, qui contient des informations capitales pour comprendre les premiers instants de l'univers, là où il était encore dense, chaud et homogène, donc une sorte de bain de lumière qui baigne tout l'univers et qui est extrêmement identique dans toutes les directions. Et je pense que ça, c'est la naissance du Big Bang moderne. Quelque chose qu'on a observé finalement donc assez tardivement par rapport au début de ce qu'on a parlé dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est arrivé comme le point de confirmation. Je pense que c'est effectivement ce que vous voulez dire, c'est ça. Donc ça a été un point d'inflexion où une majorité de scientifiques ont commencé à s'intéresser fortement aux conséquences en termes d'observation de ce modèle de Big Bang qui était un peu farfelu au départ.
certes. Et ensuite, le entre modèle... nous, il était tellement farfelu qu'à l'époque de Hubble, en fait, il donnait un âge complètement farfelu de l'univers. Il faut se rappeler qu'il donnait un âge de 2 milliards d'années, alors que la Terre avait déjà 4 milliards d'années. Donc c'est pour ça qu'il est resté quand même dans les limbes pendant assez longtemps. Alors, un des arguments contre le Big Bang, c'est que le Big Bang n'est pas une théorie physique. On définit par théorie physique une théorie qui pose des conditions initiales, qui applique des équations et qui fait des prédictions. C'est le cas de la relativité d'Einstein, puisque Einstein a dit « je prends les équations de Newton, je les modifie pour tenir compte de la vitesse limite de la lumière et je réécris une gravitation ». Et qu'est-ce que je fais après? Je fais des prédictions. Je dis, si ma théorie est juste, alors je devrais avoir quoi? La déviation de la lumière près du Soleil, les anomalies du périhélie de Mercure, voilà, des choses qui ont été vérifiées par la suite. Ça, c'est une théorie physique. La grosse critique du Big Bang, je pense, c'est que ça n'est pas une théorie, c'est juste un scénario. C'est comme un film monté à l'envers. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose aujourd'hui, on dit, bon, bah, un petit peu avant, c'était un peu comme ça, on essaie d'observer, et puis après, il y a un grand blanc, on dit, auparavant, très longtemps, on a une lumière qui nous dit que c'était peut-être chaud, mais jamais il n'est spécifié les conditions initiales. D'où vient l'énergie? Pourquoi l'expansion? Jamais ça n'est expliqué. Donc, pour moi, ce n'est pas une théorie physique. Je suis d'accord avec ça. C'est un scénario qui se précise d'année en année. Mais de même, on peut s'interroger même sur la mécanique quantique, si c'est une théorie physique complète, aboutie, si elle n'a pas des principes sous-jacents qui n'ont pas encore été découverts. De même, la physique des particules, avec son échelle de masse pour les particules, est complètement phénoménologique d'une certaine façon. Et donc, je pense qu'il faut renoncer pour l'instant à la théorie finale et puis avancer, raffiner les modèles, les scénarios. Et puis peut-être un jour, on va trouver le lien qui se fait entre ces scénarios ou des explications plus fondamentales. Mais pour l'instant, on avance en faisant des observations qui essayent d'invalider les modèles en cours, etc. Donc c'est un jeu, mais qui n'est pas abouti. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi le Big Bang s'est imposé? Parce qu'il a su réunir trois, on appelle ça d'ailleurs les piliers du Big Bang. On va se situer là, on est plutôt dans les années 70-80. Hein. Donc on pense que le Big Bang va vers une solution décente de la description de l'univers, parce qu'il répond à trois critères. Il arrive relativement à expliquer l'expansion. Les observations sont meilleures? Les observations sont meilleures, absolument. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un peu l'âge d'or du Big Bang. Ensuite, il y a l'histoire, bon, on ne va pas revenir en détail, mais des éléments légers qui sont formés, des atomes qui sont formés très tôt dans l'univers, qui ont nécessité qu'il y ait une phase chaude pour se former. On pense qu'effectivement, on a détecté et mesuré les abondances de ces éléments et qui correspondent aussi aux prédictions. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, il y a ce fameux rayonnement de fond, ou dit rayonnement fossile, qui est à une température très basse, mais qui, dans nos calculs, finalement, on l'imagine, il y a 13 milliards d'années, comme une température très élevée, qui était le témoin de cette phase chaude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette phase un peu qu'on peut considérer comme l'âge d'or? C'est que les choses se sont compliquées. Depuis une vingtaine d'années, on va dire, on a rajouté des ingrédients qui n'étaient pas dans le scénario du Big Bang. Et ces ingrédients ont la malencontreuse caractéristique d'être totalement inconnus. Alors, on peut effectivement les décrire rapidement parce qu'ils sont très importants à l'heure actuelle dans notre appréciation de la théorie. C'est ce que nous appelons la matière noire, c'est-à-dire qu'il existe, pour que le Big Bang fonctionne à l'heure actuelle, il faut qu'il existe une quantité de matière qui n'est pas la matière ordinaire des atomes dont nous sommes faits, mais qui est répartie dans l'univers. Qui n'interagit avec rien. Qui n'interagit avec rien, sinon mais avec la qui gravitation. est nécessaire, effectivement. Sinon, les galaxies ne pourraient pas se former, puisque le Big Bang est trop en expansion, on pourrait dire. Et puis, un deuxième élément, et celui-là est plus récent, puisqu'il date de 1998, on s'est aperçu que l'expansion ne suivait pas la loi du Big Bang d'antan, si on pourrait se dire. Elle s'accélère, et du coup, on en a conclu, dans nos calculs, on pourrait le dire, qu'il fallait aussi introduire ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire, on va dire énergie sombre, énergie noire, qui est pour le coup 70% du contenu de l'univers en énergie, et dont nous n'avons aucune conscience de ce qu'elle peut être. Alors, pour moi, voilà le problème que j'aimerais le poser. Aujourd'hui, le Big Bang, tel que nous le décrivons, est une théorie de l'inexistant. C'est-à-dire que si on ajoute la matière noire et l'énergie noire, c'est 95% du contenu de l'univers. Donc nous faisons aujourd'hui un modèle d'univers en connaissant que 5% de son contenu. Moi, je me demande comment on peut faire.
C'est exact. Donc je suis d'accord avec ça. On trouve que l'univers à l'heure actuelle est composé d'une matière noire et d'une énergie noire d'origine inconnue. Alors, donc d'une part, cette énergie noire n'a aucune influence sur l'univers primordial. Cette énergie noire, finalement, n'apparaît que dans les derniers milliards d'années. Elle est inconséquente pour ce qui concerne le Big Bang lui-même, la phase chaude. Et la matière noire, d'autre part, il y a quand même de nombreux physiciens de par le monde qui cherchent à la détecter directement dans les grands tunnels, à Modane par exemple, où on a des grandes cuves refroidies qui cherchent à éventuellement mesurer une ou deux interactions de temps en temps de ces particules avec la matière ordinaire. Bien sûr, mais moi je voudrais juste donner un exemple, parce que ça peut effectivement faire imaginer ce que c'est. Cette histoire de 95% d'inconnus, c'est terrible pour un modèle d'univers. Moi je me suis imaginons qu'un écrivain qui veut écrire un roman du style de Victor Hugo et qui utiliserait 50 mots de la langue française au lieu des 5000 mots qu'il a à sa disposition. C'est à peu près ça, hein. C'est ça qu'on fait. Donc voilà, est-ce que c'est de la physique encore ? Alors oui, parce que à nouveau la physique fait souvent l'hypothèse de tout se passe comme si. Par exemple, on a fait l'hypothèse de particules qui expliqueraient un manque d'énergie dans certaines réactions nucléaires, et ces particules ont finalement été détectées. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord qu'effectivement la physique et la science procèdent par hypothèse. Le problème, c'est qu'on en empile un peu trop, hein. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a été rassuré quand on a trouvé la particule. Si on ne l'avait pas trouvée, il aurait bien fallu abandonner l'idée que cette particule existe. Et donc voilà, c'est cette espèce de glissement qui, moi, en tant que scientifique, c'est pour ça qu'effectivement, ce débat, à mon avis, a lieu d'être, c'est qu'on devrait remettre un peu notre travail sur l'ouvrage. Et c'est pas parce que beaucoup de gens ont investi beaucoup de temps pour vérifier des choses si les vérifications ne sont pas là, on abandonne l'hypothèse. Alors, cette histoire, je pense, elle est centrale dans l'histoire du Big Bang, parce qu'on voit que le Big Bang, c'est vrai que c'est beau comme histoire. C'est même un peu biblique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une création quelque part, après ça évolue, puis ça donne tout ce qu'on est, etc. Mais bon, en termes de scientifique, on a à se passer sur un autre plan. Ça marche ou ça marche pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors la réponse est franche et massive, ça marche trop bien. Et nos observations nous donnent, donc en particulier sur le rayonnement fossile, donc il y a eu 3 types de satellites, donc COBE, puis WMAP et maintenant Planck, et les observations montrent toutes un univers extrêmement homogène à l'époque, donc à l'époque du Big Bang, c'est-à-dire à l'époque de cette photo prise par ces satellites, cette photo qui date de 400 000 ans après le Big Bang. Et cette 13 milliards d'années dans le passé. Donc 13 milliards et quelques d'années dans le passé. C'est vrai qu'à cause du temps que met la lumière à nous parvenir, pour les scientifiques munis de leur télescope, voir loin dans l'espace, c'est voir loin dans le passé et en images. Maintenant, les moyens de mesure sont étonnants et nous donnent une précision fabuleuse et confirment les grandes lignes de ce scénario du Big Bang. Il y a des prédictions qui sont faites sur ce qu'on doit mesurer si on a des instruments plus précis. Donc Planck va le satellite qui vient d'être lancé. Donc, bon, évidemment, vous êtes un des très grands spécialistes, puisque effectivement, vous travaillez sur les données donc, qui arrivent en ce moment du satellite Planck, qui va mesurer cette lumière de fond, cette lumière fossile de l'univers. Moi, mon problème, c'est quand même, qu'est-ce qui nous prouve que c'est la lumière fossile de l'univers? D'une certaine façon, il faudrait qu'on puisse lui mettre un tampon de son âge, puisque c'est ça qui nous montrerait qu'il est très loin dans le passé. Et est-ce qu'on a un moyen de le faire? Alors, on a quand même des indications qu'il est extrêmement loin de nous et de notre galaxie. Sinon, il aurait ce qu'on appelle une répartition dans le ciel qui reflèterait la répartition dans notre galaxie qui est plate, comme celle d'un disque. Et donc, ce rayonnement, forcément, il est suffisamment loin. Il est suffisamment loin. Et on sait aussi qu'il interagit avec les amas de galaxies par des effets secondaires et qu'on a mesurés maintenant sur des centaines d'amas. Et donc, le rayonnement fossile provient donc déjà de plusieurs milliards d'années. Après, on est obligé de faire un saut pour remonter à 13 milliards d'années, ça c'est clair. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je voulais souligner, parce qu'à mon sens, dans la science, on attend des preuves définitives. On n'a pas encore vraiment la preuve définitive
que ce rayonnement de fond est dû à cette phase antérieure primordiale de l'univers. Et on ne l'a pas, et d'ailleurs des gens justement comme Fred Hoyle, l'astrophysicien anglais dont on parlait par ailleurs, qui faisait une théorie concurrente, a bien souligné qu'on pouvait produire ce rayonnement d'autres manières dans l'univers. Par exemple avec la radiation des étoiles, hein, simplement. Il fallait un média, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres explications possibles de ce rayonnement à l'heure actuelle. Mais elles sont toutes beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre qu'un simple rayonnement thermique. Et d'ailleurs, le satellite COBE a montré que c'était un rayonnement de corps noir tel qu'on l'attendait. Donc c'était une prédiction d'une certaine façon. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la température exacte varie un tout petit peu, de quelques 100 millièmes d'un endroit à un autre dans le ciel. Et le pattern de variation au travers du ciel est celui attendu dans les scénarios les plus simples du Big Bang. Il me semble qu'on interprète ces petites variations dans la lumière de fond, hein, c'est des petites variations de température très faibles, comme vous venez de le dire. On les interprète a posteriori comme la trace d'inhomogénéité donc dans l'univers de départ quand même, mais dont on n'avait pas fait la prédiction strictement. C'est-à-dire qu'on le reconstruit, ça. C'est pas une prédiction. La preuve, je pense, c'est que le satellite va peut-être trouver des détails qu'on n'a pas encore trouvés, et on remodifiera la conception qu'on avait de l'univers du début pour que ça colle avec ces données. Donc en fait, la démonstration, elle n'est pas vraiment claire. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine plasticité du modèle du Big Bang. Je pense que ce qu'on appelle le Big Bang, c'est un scénario qui s'est affiné effectivement au fur et à mesure. Et le scénario le plus en vogue, c'est ce qu'on appelle les modèles dits inflationnaires. Donc le message premier de l'inflation, c'est le fait que notre univers est un et qu'il est né d'une seule cellule qui s'est étendue par une expansion exponentielle et qui a donné tout l'univers tel qu'on le connaît. Et l'autre message, c'est qu'il a donné aussi des petites fluctuations qui, si elles n'avaient pas été là, nous ne serions pas là pour en débattre. Et donc ces petites fluctuations sont, à la source, sont des petites graines qui se sont ensuite amplifiées par effondrement gravitationnel et qui ont donné les grandes structures et puis les galaxies. Et donc l'inflation, finalement, avec une économie de moyens étonnante, nous présente un univers tel qu'on le voit à grande échelle. Et ensuite, l'inflation fait plusieurs prédictions qui ont été confirmées pour l'instant. C'est le fait que la géométrie de l'univers est de type euclidienne, c'est-à-dire plate, que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, et ça, on l'a mesuré. On aurait pu trouver un autre paramètre, et il se trouve qu'on trouve exactement que la courbure de l'univers est nulle. Donc l'univers est euclidien. Donc c'est étonnant, la force prédictive de l'inflation, et c'est pour ça que de nombreux astronomes adoptent ce modèle. On va parler de ça. Donc l'inflation, c'est donc cette phase avant que la lumière apparaisse, etc., dans la phase très dense de l'univers. Et c'est une phase où l'expansion n'a rien à voir avec l'expansion qu'on observe à l'heure actuelle. Une expansion qui a été faite extrêmement rapidement. On a multiplié l'univers par un facteur donc inimaginable. C'est ce qui permet de le rendre homogène, en fait. Bon. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est que personne ne sait dire quel est le mécanisme physique qui est à l'œuvre. Alors, voilà, est-ce que c'est une explication, est-ce que c'est pas une explication? C'est ça le problème. Donc finalement, en fonction de tous ces inconnus, la question qu'on peut se poser, c'est comment on voit la théorie du Big Bang, le scénario du Big Bang, dans le futur, ce qui nous montrerait si c'est ou non une théorie viable, finalement. Alors, il va être testé par d'autres méthodes d'observation. Il y a des observations autres que celles du rayonnement fossile qui concernent le lentillage cosmique, donc la déviation des rayons lumineux par la matière se trouvant sur la trajectoire de la lumière vers nous. Et donc cette déviation des rayons lumineux nous donne une idée de la répartition de la matière, quelle qu'elle soit, même si elle est non lumineuse. Elle nous permet de remonter à la répartition de la matière à grande échelle dans l'univers. C'est effectivement, là vous avez raison, d'ailleurs on pourrait le signaler, la cosmologie, bien qu'elle se prétende de précision, il y a énormément de champs d'inconnus aussi dans notre exploration de l'univers qui nous entoure. C'est-à-dire on sait particulièrement qu'il nous manque une tranche d'univers. On a exploré assez bien un univers relativement local et on sait que quand on observe dans la distance, on remonte aussi un peu le temps. Mais il nous manque là où notamment se sont formées les galaxies, se sont formées ces structures dont on parle tout le temps. Et donc ça c'est effectivement une tranche d'univers sur lesquelles les observations vont nous apprendre beaucoup de choses.
sur lequel ce scénario du Big Bang va pouvoir se tester un petit peu. Mais ça ne nous dit pas vraiment s'il va trouver ses confirmations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, donc le rayonnement fossile, c'est un peu la première photo qu'on puisse avoir dans l'univers, la photo la plus ancienne. Et puis, avec les grands télescopes au sol ou dans l'espace, avec le Hubble, on a pu mesurer des galaxies de plus en plus distantes, et donc qui nous permettent de remonter le temps. Mais il y a une grande période sombre où les premières structures se sont formées, elles étaient sans doute peu lumineuses, et donc on a une vague indication de leur existence, mais on ne sait pas du tout comment ça s'est passé en détail. Donc je pense que le scénario du Big Bang va s'étoffer par des mesures plus précises, avec des télescopes plus puissants, dans cette période d'âge sombre où tout démarre en quelque sorte. La structuration va vraiment démarrer. Moi, le problème, et c'est aussi le encore, faut-il croire encore au Big Bang, c'est que pendant ce temps-là, il y a eu quand même des tentatives de faire une description de l'univers dans d'autres théories, dans d'autres scénarios. Et là où certains scientifiques réagissent, c'est que, comme moi, c'est qu'en fait, on en parle moins, on n'en parle pratiquement pas. Il y a des scénarios qui disent, ben, la gravitation n'est pas la seule force dans la nature, on peut imaginer que l'univers est dominé par des forces dites de plasma, des forces électriques. Puis il y en a bien d'autres, finalement. Et pourquoi, en fait, la question qu'on peut se poser, dans notre communauté, ces scénarios, ces idées sont si peu débattus? Alors, dans notre communauté, ces scénarios sont débattus dans la mesure où ils restent en connexion avec les observations. Donc il y a eu tellement d'observations dans les 20 dernières années que ces scénarios n'ont plus le vent en poupe. C'est un peu comme au XIXe siècle, lors de Darwin. Sans l'évolution, on ne comprend pas tout un faisceau d'observations qui ont été obtenues au XIXe siècle sur les fossiles, la présence de fossiles dans des couches, dans des strates différentes. Et donc tout ce faisceau d'observations n'a plus de sens sans Darwin. Donc on peut abandonner ce scénario, mais toutes les observations perdent leur sens totalement. Alors que, pour l'instant, il y a un faisceau d'observations indépendantes qui convergent vers ce scénario. Et donc, finalement, il y a une sorte de darwinisme des modèles. Le modèle qui a survécu est peut-être pas très agréable à contempler, puisque les ingrédients sont baroques, mais il permet d'expliquer, avec finalement un nombre très réduit de paramètres, un nombre d'observations qui croît tous les jours de façon faramineuse. Moi, je suis absolument pas d'accord là-dessus, effectivement. Et je pense que ça, on atteint aussi le problème de la sociologie un peu de la science. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on a vécu dans les périodes historiques passées des idées fausses qui ont perduré longtemps parce que bon, finalement, trop grand consensus nuit. Et moi, je crois que le Big Bang aujourd'hui, si je veux être un peu provocateur, c'est un frein à notre compréhension de l'univers, parce qu'il a mis trop de contraintes. Et je citerai quand même, et je parlais de la sociologie de la science, moi ça m'a intéressé de voir des scientifiques faire passer dans New Scientist, qui est une revue de grand public anglo-saxonne, une lettre ouverte en demandant à ce que la communauté de la cosmologie laisse plus de place aux travaux des théories concurrentes au Big Bang. Et pourquoi ils avaient besoin de le faire? C'est parce que les financements et les critères de financement étaient déterminés que par des gens qui pensaient que cette théorie était définitivement acquise. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut placer aussi le niveau du débat là-dessus. C'est très préoccupant qu'effectivement des gens aient à se plaindre, et la lettre ouverte a été signée par plus de 500 scientifiques relativement connus, se plaindre du fait que finalement on tourne en rond. Hein. Et donc voilà, moi je pense que de mon point de vue en tout cas, on ne devrait pas recevoir ce scénario du Big Bang de la façon dont il est reçu, c'est-à-dire comme quasiment établi, juste avec des petites choses à vérifier. Il serait plus utile pour la science que ça soit conçu comme un élément du débat parmi tant d'autres. Alors, je suis d'accord sur cette conclusion que il n'y a pas. Enfin, c'est pas parce qu'un modèle arrive en force avec des arguments très forts qu'il ne faut pas considérer des alternatives, etc. Je pense qu'il y a suffisamment de théoriciens au courant dans notre communauté pour montrer du doigt tout ce qui ne va pas marcher ou tout ce qui ne pourrait ne pas marcher dans cette théorie. Et donc, ils se sont empressés. Il y a eu des débats internes. C'est vrai qu'ils n'ont pas rejailli dans les médias pour évaluer les mérites des modèles concurrents. C'est peut-être cette discussion en interne qui doit se faire plus publique, de façon à ce qu'on montre la science comme quelque chose qui évolue, qui est en marche,
et plutôt que quelque chose comme figé. Donc si c'est figé, effectivement, on s'en va. En tant que scientifique, il n'y a plus rien à faire dans ce secteur, on va faire autre chose. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec le même plateau, un nouveau débat et de nouveaux invités.